Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Les titres de l'édition, c'est une première en Guinée, une entreprise industrielle d'automobile baptisée New Guinea Development. Elle est spécialisée en montage auto, créée par un groupe de jeunes guinéens. Cette initiative vient concrétiser la vision des autorités du CNRD dans la transformation d'une Guinée émergente. Et puis justice, la Guinée marque une avancée en matière d'amélioration des conditions carcérales. La volonté s'est matérialisée par le démarrage des travaux de construction de la maison d'arrêt de Yorokogia. La prison sera bâtie sur 6 hectares pour 3000 prisonniers. Enfin, remise officielle d'environ 6000 tonnes d'intrants pour l'alimentation de la volaille, un geste pour relancer les activités des producteurs de la filière avicole touchée en 2022 par les effets de la grippe aviaire. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Pour commencer, ratification de plusieurs accords et conventions au Conseil national de la transition, 6 au total, signés entre le gouvernement et ses partenaires au développement. Ces différents accords et conventions dont la ratification est autorisée par le chef de l'État devraient permettre d'améliorer les conditions de vie des populations. Robert Stiditono, Mohamed Yansani. C'est un lot de conventions et d'accords relatifs au financement de plusieurs projets en Guinée qui ont fait l'objet d'examens et d'adoption ce vendredi en séance plénière. La première convention adoptée est conclue entre la République de Guinée et l'Association internationale de développement IDA. Elle est relative au projet de transformation du système de santé. Pour un montant global de 15 millions de dollars américains, dont 85 millions de crédits sur ressources propres IDA et 10 millions de donations à prélever sur ressources de fonds fiduciaires de financement mondial, ce projet devrait permettre d'améliorer l'utilisation des services de santé en renforçant des infrastructures pour mieux répondre aux besoins des populations. Les conditionnalités de la mise à disposition de ces fonds sont commission d'engagement 0,5% par an sur le montant du solde non retiré, ce taux fixé à 0% pour l'année fiscale 2025 par le conseil d'administration de la banque. Durée de remboursement, 50 ans, dont 10 années de grâce. Et pour nous, c'est une priorité, une nécessité absolue d'avoir ces fonds qui nous permettront de combler un gap, le gap lié justement au retrait de financement de certains groupes bailleurs. La deuxième autorisation de ratification est relative à la convention du crédit acheteur numéro 4 entre la République de Guinée et le groupe BPI France dans le cadre du financement, la conception et la construction de 14 ouvrages de franchissement sur le territoire guinéen. La République de Guinée fait face à un défi majeur de connectivité au niveau des zones rurales et urbaines. Le réseau routier actuel présente des insuffisances en termes de capacité de franchissement, en particulier pendant les saisons pluvieuses, limitant l'accès aux marchés et aux services sociaux de base, ainsi que la mobilité des personnes et de leurs biens. La rénovation et la construction des accès sont des sujets et des défis auxquels s'attelle au quotidien le gouvernement que le Premier ministre, M. Amadou Riba, conduit avec beaucoup d'engagement et d'abnégation pour traduire la vision du chef de l'État, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui est une vision sociale pour ne laisser aucun Guinéen en marge de la société. Un accord de prêt entre la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO et le gouvernement guinéen a été aussi autorisé par le CNT. Sa ratification par le chef de l'État devrait permettre le financement partiel du projet de réalisation des systèmes d'alimentation en eau, notamment dans les villes de Beila, Koubia et Fria. Ce projet s'inscrit dans le cadre du plan de redressement du secteur de l'eau en milieu urbain, issu des recommandations des études suivantes. Établissement d'un diagnostic et d'un plan de renforcement dans le secteur urbain de l'eau potable en Guinée et
Le schéma directeur d'alimentation en eau potable, AEP, des 26 villes de la Guinée à l'horizon de 2040. L'accord cadre entre Électricité de Guinée, EDG et la société Topaz, Multi-Industrie SA, la convention de concession entre la société Kama et le gouvernement de la République de Guinée dans le cadre du projet de développement et microcentrales hydroélectriques à but multiple de Keno, ainsi que l'accord G6 qui va permettre d'encadrer et régir la planification du service de rediffusion numérique des terres dans la région 1 ont été aussi adoptés. Nous sommes tous responsables. Il n'y a pas que vous, nous aussi nous sommes responsables, mais notre responsabilité c'est dans cette salle et les missions que nous effectuons sur le terrain qui nous permettent d'être satisfaits ou révoltés par rapport aux situations que nous voyons sur le terrain. Donc nous apprécions ces accords-là, mais nous devons aussi faire ces commentaires, ces rajouts-là, pour que vous compreniez tout simplement que nous sommes dans le même bateau. Chacun doit faire son travail. Cette brochette d'accords et de conventions adoptées viennent s'ajouter aux nombreux autres déjà autorisés par l'organe législatif de la transition. Leur mise en œuvre pourrait améliorer favorablement les conditions de vie des populations guinéennes. Comme annoncé dans les titres, c'est une grande avancée, une première en Guinée, une entreprise industrielle d'automobile baptisée New Guinea Development. Elle est spécialisée en montage auto, créée par un groupe de jeunes guinéens. Cette initiative vient concrétiser la vision des autorités du CNRD dans la transformation d'une Guinée émergente. La cérémonie de présentation de l'entreprise et ses activités s'est tenue au Palais du Peuple en présence du président du Conseil national de la transition et des membres du CNRD, Abdoulaye Ngelande Diallo. Sous la conduite éclairée du général Mamadi Doumbouya, la République de Guinée enregistre des avancées significatives dans le domaine des innovations techniques, technologiques et industrielles. Ce vendredi, le pays a officiellement lancé sa toute première entreprise de construction d'automobiles. Son nom, New Guinea Development. Présidé par Dr Dansa Kourouma, président du Conseil national de la transition, la cérémonie de lancement a eu lieu en présence de plusieurs personnalités civiles et militaires. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République, des conseillers de la présidence, des membres du gouvernement, des représentants des institutions nationales et internationales, le chef d'état-major général des armées, entre autres. Ce projet n'est pas seulement un programme économique, c'est un rêve commun qui devient réalité. Il est la fruit de la volonté nationale et du soutien direct de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a fixé une vision claire, une Guinée forte, indépendante, être capable de produire son propre avenir. Une voiture accessible à chaque Guinéen. Grâce à la vision de son Excellence, Monsieur le Président, avoir une voiture ne sera plus un luxe inaccessible. Nous avons mis en place un système de paiement bancaire simple et accessible pour que chaque citoyen puisse acheter un véhicule de qualité. Composé des jeunes étudiants guinéens et d'experts étrangers, l'entreprise New Guinea Development a, à cette occasion solennelle, présenté au public ces nouvelles marques de voitures made in Guinée. Il s'agit des véhicules des marques Parrain, Parrain Pro, Sogé et Nimba Doussou, tous estampillés branding Guinée. Cette prouesse technologique et technique d'une entreprise qui a envie de se déployer en Guinée et la présence massive de l'ensemble des officiels ici présents aujourd'hui témoigne de la volonté du président de la République à accompagner un secteur privé résilient, un secteur privé créatif, un secteur privé innovant. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation a très tôt dépêché l'Institut Polytechnique de Conakry pour participer au prototypage de ces pick-up ainsi que d'autres véhicules, parce que nous croyons en la participation de l'université dans l'industrialisation de notre pays et nous croyons également à l'appropriation de technologies de rang mondial. En droite ligne avec la vision et les ambitions du président de la République,
Le projet d'installation de cette usine de fabrication de véhicules dans notre pays est une partie intégrante du programme Simandou 2040 dans son volet éducation. D'être associé à cette phase de l'histoire de la Guinée, une histoire qui est rythmée par une vision, un leadership, celui du président, le général Mamadi Doumbouya, qui est en train de placer la Guinée à un niveau de responsabilité, à un niveau de développement jamais égalé depuis l'histoire de notre pays. C'est une grosse chance pour moi de travailler à côté d'un homme visionnaire. Le deuxième mot, c'est la fierté. Fierté de conduire la première voiture made in Guinée, c'est une fierté inestimable. Exposé, l'honneur est revenu aux autorités guinéennes de lancer officiellement ces voitures made in Guinée, véritable fierté nationale acquise sous l'ère CNRD, avec à sa tête le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Coopération Guinée-Botswana, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Modiba Alenkone présente ses lettres de créance au président Douma Boko. Avant cette cérémonie, le diplomate guinéen avait remis ses copies figurées au patron de la diplomatie botswanaise, Makeme Donzo. Le président Douma Boko a souhaité la bienvenue à son excellence Modiba Alenkone, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée au Botswana. Les échanges qui ont suivi cette présentation des lettres de créance ont été axés sur le renforcement des efforts de coopération de deux nations. Le Botswana recherche des partenaires pour développer son économie et compte sur Conakry dans le cadre d'une coopération sud-sud fructueuse et sincère. C'est un nouveau président, une nouvelle vision. Nous avons discuté de cette nouvelle vision, du futur des relations entre le Botswana et la République de Guinée. Relations fondées davantage sur l'économie, puisque le président de la République prône les relations diplomatiques, donc la diplomatie économique, et nous avons parlé de cette diplomatie économique. L'ambassadeur Modiba Alenkone a transmis au président botswanais, son excellence Douma Boko, les félicitations de son homologue, le général Mamadi Doumbouya, pour avoir remporté la présidentielle de 2024. Le diplomate guinéen travaillera au renforcement de la coopération bilatérale entre Conakry et Gaborone. Le président a dit que la Guinée est un grand pays qui a de longues relations avec le Botswana et qu'ils ont beaucoup d'expérience dans plusieurs secteurs comme les mines, l'agriculture, les infrastructures, et qu'ils mettraient les expériences du Botswana à la disposition de la Guinée. Plus de 400 compatriotes vivent dans ce pays ami. L'ambassadeur Kone a pu les rencontrer après la remise de ses documents d'accréditation. Il est à rappeler que le diplomate guinéen couvre une juridiction diplomatique de 9 pays. La République de Botswana, l'Union des Comores, le Royaume d'Eswatini, le Royaume de Lesotho, la République de Madagascar, la République de Maurice, la République de Mozambique, la République des Seychelles et l'Afrique du Sud. Célébration de l'an 65 de la monnaie guinéenne, une journée célébrée par l'Académie des sciences. C'est au cours d'une conférence débat sur l'histoire de la monnaie guinéenne entre résilience et vision futuriste. Les différentes péripéties de la monnaie depuis sa création le 1er mars 1960 ont été longuement évoquées. N'est-ce pas, Diarra Diallo? C'est à la suite de l'indépendance de notre pays, le 2 octobre 1958, que la Guinée décide de se trouver sa propre monnaie. Le 1er mars 1960, le franc guinéen remplace ainsi le franc CFA qui était utilisé avant l'indépendance. De 1960 à 1984, la monnaie change de nom. Le franc guinéen change pour devenir le Cili, qui redeviendra le franc guinéen après l'avènement de la Deuxième République en 1984. Aujourd'hui, la Guinée est sur une bonne lancée. Depuis 3 ans, le taux de change du franc guinéen, c'est la volatilité, c'est largement amoindri. Le taux de change avoisine les 8 500. Et ce qui est très bien pour le pays, cela grâce à la stabilité politique, grâce à l'inflation maîtrisée, grâce également à notre balance commerciale qui est largement excédentaire
grâce au secteur minier. Donc le constat est reluisant et moi je suis rassuré pour l'avenir de notre pays. Pendant cette rencontre axée sur l'historique de la monnaie guinéenne entre résilience et vision futuriste, ces académiciens et autres invités ont exhorté les étudiants à plus de courage et de persévérance dans l'apprentissage. L'histoire de la monnaie guinéenne est une histoire particulièrement intéressante et importante. Et pour les jeunes, il faudrait qu'ils sachent d'où l'on vient, où est-ce que nous en sommes et qu'est-ce qui est envisagé pour le futur, parce que le futur leur appartient. Le conseil que nous donnons, c'est le même conseil, continuer à étudier dans leur spécialité de façon à remplacer les cadres qui sont en vieillissement. Selon l'économiste Abdoulaye Girassi, après la création de la monnaie guinéenne, la Banque centrale de la République de Guinée, BCRG, remplace en 1961 la Banque de la République de Guinée, BRG. La BCRG se désengage des fonctions de banque commerciale et de banque de développement pour ne conserver exclusivement que les fonctions d'émission. Journée porte ouverte à la centrale de Kaloum, la société électricité de Guinée à l'écoute des consommateurs et autres acteurs du secteur énergétique en Guinée. Le fonctionnement de l'entreprise, les travaux entrepris pour améliorer la desserte et la qualité du service étaient au menu. EDG appelle ses clients à une gestion rationnelle de l'électricité dans les ménages. Alassane Tondon Camara, Nabi Camara. Communier, collaborer et échanger avec les consommateurs, la presse nationale, bref, toutes les parties prenantes pour comprendre ce que fait l'électricité de Guinée pour les populations en matière de fourniture de l'énergie électrique. C'est l'objectif que s'est fixé la Direction générale de l'électricité de Guinée en organisant cette journée porte ouverte jeudi à la centrale de Kaloum. L'idée, c'est de faire participer la population elle-même à la sensibilisation pour qu'ils puissent dire à leurs voisins, à leurs familles qu'il faut qu'ils économisent l'énergie. On économise l'énergie pourquoi ? Pour que tout le monde puisse en avoir aujourd'hui et demain. Donc c'est en cours. Actuellement, concrètement, il y a tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. À l'heure où je vous parle, il y a des équipes qui sont dans les écoles, dans les établissements scolaires, échanger avec les élèves, les enfants, qui sont des vrais vecteurs de communication. Pour un développement de la Guinée, ensemble économisons notre énergie. C'était le thème de cette journée porte ouverte organisée par EDG. Un thème qui a son pesant d'or pour celui qui sait que sans énergie, il n'y a point de développement. Sensibiliser le consommateur guinéen, qu'il sache que l'électricité qu'il utilise à la maison a un coût et que ce coût, il peut le réduire et pour lui-même et pour l'État. Il y a aussi la préservation de l'environnement qui est très important. Nous savons actuellement que nous faisons face à un réchauffement climatique et que pour que les thermiques électriques marchent, on consomme du carburant, on consomme de l'énergie, on consomme du HFO et que ça a des effets négatifs sur l'environnement. C'est par la visite des installations techniques de la centrale de Kaloum que la journée porte ouverte organisée par EDG a pris fin. Justice, la Guinée marque une avancée en matière d'amélioration des conditions carcérales. La volonté s'est matérialisée par le démarrage des travaux de construction de la maison d'arrêt de Yorokogia. La prison sera bâtie sur 6 hectares pour 3000 prisonniers. Elle prendra en compte la réinsertion avec des centres de formation. C'est un financement du gouvernement guinéen. Plus de détails avec Tierno Younoussaba. Cette vue aérienne panoramique de 6 hectares nous amène au cœur du gigantesque chantier de Yorokogia, situé à Dubrika en périphérie de Conakry. Voilà à quoi va ressembler la future prison. Répartie en plusieurs blocs, Yorokogia est capable d'héberger 3000 détenus. Sur ce site, des mesures de réinsertion sont prévues à travers l'apprentissage des métiers. Cette prison moderne offre la solution idéale pour donner plus de confort et d'autonomie aux détenus. C'est un projet qui est divisé en 9 lots. Au niveau du premier lot, vous allez constater la présence des 4 blocs de détention. Donc nous avons commencé déjà l'ouverture des fouilles et un avancement très très majeur au niveau de la fondation du premier bloc de détention. C'est des blocs de détention qui sont en R+3, qui sont équipés tous des miradors, c'est-à-dire des trucs de contrôle qui sont à R+5 pour assurer en profondeur la sécurité de la prison. Après plusieurs années de gestation, Yorokogia démarre à la vitesse de croisière, ce qui confirme la volonté du CNRD à humaniser les prisons pour améliorer les conditions de détention.
C'est un projet qui a un peu quand même son histoire. On commençait depuis avec l'ACGP. À l'initial, c'était un projet prévu pour 1500 détenus. Nous avons dû doubler la capacité. Alors, toutes les 2 semaines, le ministre de la Justice nous a instruit de passer sur le terrain. À l'envergure qu'évoluent les travaux, nous pouvons dire que au maximum dans 1 an, nous pourrons procéder à l'inauguration de ce gigantesque chantier. Ce Yorokodia des contes de fées et des rêves est aujourd'hui devenu une réalité. Les travaux avancent à une allure inimaginable. Tout cet ingrédient me permet d'espérer inviter le président de la République, le premier ministre chef du gouvernement et l'ensemble du gouvernement à l'inauguration dans un délai maximum d'1 an, 6 mois. Cette prison conçue à l'image d'une ville prévoit aussi des aires de jeu et des lieux de culte pour permettre aux détenus de s'acquitter de leurs obligations religieuses. En clair, tout est prévu pour la lutte contre la surpopulation carcérale pour plus de respect des droits des prisonniers. Concertation sur la publicité dans les médias en Guinée. Le conclave a réuni dans la salle des actes du Palais du Peuple hommes de médias responsables de la haute autorité de la communication, l'Union des consommateurs, la floraison des fausses annonces sur certains produits et le motif de cette rencontre, tout comme la loi 2024-002 CNT portant réglementation de la publicité en Guinée. Nabila Moussa Bangoura, Zézégui Lavogi. Cette journée de concertation sur la publicité dans les médias en Guinée a réuni plusieurs hommes de médias. Les responsables de la haute autorité de la communication, les représentants de la médecine traditionnelle et l'Union des consommateurs. Le but est d'inviter les journalistes à faire preuve de responsabilité dans la publicité des différents produits. La Guinée, jusqu'à présent, la publicité s'exerce dans une anarchie totale. On ne sait pas en matière de publicité qui fait quoi, on s'adresse à qui, qu'est-ce qu'on réglemente, qu'est-ce qu'on interdit, qu'est-ce qu'on autorise, on n'en savait pas. Donc cette loi a désormais le mérite que la Guinée puisse disposer des dispositions légales en matière de publicité, déjà pour organiser les acteurs du secteur. La publicité est un outil de communication qui permet aux médias de vivre. Donc, penser à placer une rencontre pour que les acteurs puissent se retrouver, c'est une très bonne chose. Et nous pensons que les porteurs de ce projet vont mettre les bouchées doubles pour que cette loi puisse être à la portée de tous et que les médias puissent s'en approprier. Pour désormais freiner le désordre dans le secteur publicitaire, les conseillers de la HAC entendent veiller au grain à l'application stricte des règles qui régissent le bon fonctionnement des organes de presse en matière d'information publicitaire. La nouvelle loi portant réglementation de la publicité, l'une des recommandations que nous avons faites, c'est d'abord la vulgarisation de cette loi à l'ensemble des acteurs de la publicité dans les médias dans notre pays. Une radio peut rester pendant 2 heures en train de faire une publicité. Et ce constat-là, c'est depuis plus d'1 an. Nous sommes là-dessus. Donc c'est à partir de ce constat-là, nous nous sommes dit qu'il faut réunir tous les acteurs de la publicité afin d'échanger avec eux pour qu'on puisse avoir une solution à cette problématique. Au terme de cette rencontre, un appel pressant est lancé aux participants à une prise de conscience professionnelle afin de privilégier la santé publique au détriment des intérêts personnels. Dans l'actualité encore, remise officielle d'environ 6 000 tonnes d'intrants pour l'alimentation de la volaille. Un geste pour relancer les activités des producteurs touchés en 2022 par les effets de la grippe aviaire et NAPU qui devrait sauver des emplois au sein de la filière avicole et freiner les importations pour préserver la santé publique. Fodé Camara. Au port autonome de Conakry, plus de 4 000 tonnes de maïs viennent d'accoster. Cette cargaison vient s'ajouter à plus de 1000 tonnes de concentré stockés à Matoto. Ces intrants sont mis à la disposition des victimes de la grippe aviaire, ceci pour les aider à se relever après près de 3 ans d'attente. Ils ont été durement touchés, le secteur a été durement touché en 2022 par l'épidémie de grippe aviaire. Et le président de la République, chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, est également une personne de cœur.
il a laissé parler son humanisme et en tant que président responsable, avec l'ensemble du gouvernement, la décision a été prise d'accompagner les acteurs du secteur avicole qui avaient été durement touchés par cette épidémie de grippe aviaire, afin qu'ils se relèvent de cette catastrophe qu'ils ont subie. Octroyé par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, à travers le projet de développement de l'agriculture commerciale, ce soutien reflète l'engagement du gouvernement à relancer la filière avicole. Depuis 2022, nous sommes en train de courir derrière pour voir aujourd'hui la réalité. Je pense que c'est un sentiment de satisfaction. Avant d'avoir une production au bout de 4 mois, 2 semaines, il faut une période d'élevage. Et dans ce cadre, l'AFIDA, à travers son renforcement de capacité, va pouvoir apporter des formations adaptées aux acteurs de la filière avicole pour qu'ils puissent réussir leur relance. Ce coup de pouce va toucher 95 acteurs victimes de la grippe aviaire. 500 000 poussins seront aussi bientôt remis aux éleveurs. Un soutien pour intensifier la production locale et réduire les importations. Notre sentiment est satisfaisant et avoir aujourd'hui ces dons à travers le projet PEDAC et qu'on s'est si battu qu'aujourd'hui ça se réalise. Vraiment, on peut dire que de remercier le ministère de l'Agriculture et plus particulièrement le président de la République et qui a vraiment mis tous les moyens à disposition pour que ces rêves aujourd'hui arrivent à se réaliser. Composé d'environ 6 000 tonnes d'aliments pour la volaille, cet appui va certainement contribuer à améliorer le chiffre d'affaires des promoteurs avicoles qui ont enregistré d'énormes pertes. Des aviculteurs souvent confrontés aux difficultés d'accès aux aliments pour engraisser la volaille et mieux alimenter les marchés. Au sein de la filière mangue également, les acteurs évoluant à Cancan sont à l'école. La technique développée et baptisée piège à phéromones. Son utilisation demeure une préoccupation, une stratégie pour lutter contre les mouches de fruits. Juste après la formation, une quantité importante de ces pièges est mise à disposition. RTG Cancan et l'âge Fodé Bangali Fofana. Les mangues de la savane guinéenne étaient dans le temps considérées comme les meilleures mangues de l'Afrique. Aujourd'hui, elles ont perdu leur qualité à cause de l'attaque des mouches de fruits il y a plus de 10 ans. Lutter contre ces mouches de fruits, c'est la mission que s'est assignée la Direction nationale de la protection des végétaux et des denrées stockées. Ici à Cancan, les planteurs, particulièrement ceux de l'interprofession mangue, sont réunis pour apprendre l'utilisation sécurisée des pièges à phéromones gracieusement offerts par le général-président Mamadi Doumbouya. Dès que vous rentrez dans les vergers pendant la période de maturation, vous verrez qu'il y a assez de fruits qui sont infestés et qui tombent. Donc c'est une perte énorme pour les planteurs. Ça fait près de 15 ans, ça nous détruit. Nous, les producteurs, ne gagnons pas ce que nous avons produit à cause de ces mouches. Et si le président nous envoie ce produit-là, ce moment-là, vraiment ça nous ravit trop. Après la formation, ce sont 100 000 pièges pour plus de 20 milliards de nos francs investis qui sont mis à la disposition de l'interprofession mangue pour sauver la production de mangue ici dans la région de Cancan. Ces pièges étaient destinés aux producteurs en fonds revolving. Mais dernièrement, le président, avec sa générosité, a donné cadeau. Et le ministre Félix a accompagné par une formation technique que nous sommes venus faire. Nous sommes en train de voir comment installer des opérateurs économiques dans le cadre de la transformation des fruits. Mais si les fruits sont attaqués, qu'est-ce qu'on va transformer? En ce moment, il faut qu'on cherche à lutter contre ces mouches qui attaquent ces fruits-là pour qu'on puisse les transformer au bénéfice des populations. L'installation de ces pièges à phéromones donne l'espoir aux planteurs d'arbres fruitiers de la filière mangue, signe évident de la bonne marche de la refondation verte dans notre pays.
En déplacement après la base de surveillance de Koba, préfecture de Bofa, la mission du Centre national de surveillance et de police des pêches, conduite par son directeur général Guillaume Awing, s'est rendue à la base de Kamsar. Sur place, la communauté des pêcheurs déplore les différentes tracasseries à mer et sur la route, mais également la cohabitation mine-ressources halieutiques. Des mesures sont annoncées pour contrer le phénomène. Abdul Karifa Keita, Al-Gassimouba. Zone industrielle par excellence, la sous-préfecture de Kamsar regorge également beaucoup de produits halieutiques. Plusieurs débarcadères et autres sites de pêche s'y trouvent. Mais pour la communauté des pêcheurs, la cohabitation avec les sociétés minières réduit les capacités de capture des sociétés évoluant dans la localité. Sur place, le directeur général du Centre national de surveillance et de police des pêches rassure et réaffirme que des mesures sont prises par le gouvernement pour protéger les acteurs du secteur. La mer a besoin d'être protégée pour nous nourrir. Quand on protège la mer, cet espace étendu d'eau salée, croyez-moi qu'elle va nous nourrir tout le temps, durant des siècles et des siècles. Au port de la compagnie des bauxites de Guinée, la vedette qui assurait la surveillance communément appelée Moussaya vit ses dernières heures. Remplacée par cette nouvelle vedette, nous partageons le même quai. Quand ils sortent à mer, le plus souvent, ils informent la capitainerie. C'est la bonne collaboration qui est entre nous. Installée depuis novembre 1997, la base du Centre de surveillance et de police des pêches de Kamsar se trouve aujourd'hui dans un état de dégradation très poussé. C'est pour cela, animée par l'esprit de refondation de l'État, la direction générale du CNSP ambitionne de hisser les performances du centre au cime de la totale réussite. Des actions de développement à Gongoré, préfecture de Pita, plus précisément à Dar es Salaam. Les populations se lancent dans la réalisation d'un centre d'accueil et l'installation des lampadaires solaires. L'idée est d'asseoir l'autorité de l'État et améliorer les conditions de vie des populations locales. RTG Mamou, Mamadou Patebaldi. Dar es Salaam, dans la sous-préfecture de Gongoré, manifestent leur adhésion aux idéaux de paix et de développement prônés par le président de la transition, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Pour concrétiser cette volonté, les citoyens ont entrepris la réalisation sur fonds propres d'un centre d'accueil. Le premier événement, c'est la pose de la première pierre pour la maison d'accueil du district de Thiel. Donc c'est une maison qui va servir de refuge pour les fils et filles de Thiel. En plus de cela, nous avons vu ici la pose de la première pierre de lampadaire. C'est un projet qui nous tenait à cœur. Donc c'est un projet pour tous les districts. Côté de cette infrastructure, l'objectif sera la réception des hôtes de marque. L'association Dar es Salaam International a aussi entamé l'installation des lampadaires solaires dans tout le village et dans les lieux publics. Une façon pour ces ressortissants d'aider la population à bénéficier de l'éclairage public. Je suis content aujourd'hui. J'appelle à la jeunesse de Darou et à la jeunesse des districts de Tchehel et tous les jeunes de la République de Guinée de s'inspirer de cette initiative pour faire avancer les choses. Parce que, comme on dit toujours, le développement se commence à la base jusqu'à le sommet. Donc on ne peut pas attendre à l'État à toutes les choses. En initiant ces actions, les habitants de Dar es Salaam veulent s'inspirer du projet Simandou 2040 pour développer leur localité. Le développement doit partir de la base. Et si aujourd'hui, on a fait la pose de la maison des jeunes, où les citoyens de ce secteur, de ce district, de cette commune doivent se retrouver pour échanger, partager pour la cohésion sociale, l'entente est partagée pour le développement. Les ressortissants de Dar es Salaam prévoient aussi l'extension du poste de santé de la localité, l'électrification du village en courant électrique et la réalisation prochaine d'un château d'eau pour l'approvisionnement en eau potable des populations.
Les cadres du ministère de la fonction publique en concertation à Kindia au centre des débats, l'élaboration de documents sur la stratégie nationale de la migration, l'idée de trouver des voies et moyens pour mieux intégrer les migrants dans le monde du travail. Yaya Silla. Après plusieurs rencontres devant instaurer les bases d'une démarche participative pour engager le processus d'élaboration d'une stratégie nationale de la migration de main-d'œuvre en Guinée, le ministère du Travail et de la fonction publique et ses partenaires techniques et financiers organisent cette rencontre de rédaction d'une stratégie nationale fondée sur les droits sensibles au genre ici à Kindia. Vous savez qu'aujourd'hui, dans tous les pays du monde entier, la question de migration est d'actualité. Et la Guinée n'est pas en marche de cette situation. Donc le gouvernement guinéen, à la suite de l'élaboration de la politique nationale de la migration, a voulu vraiment élaborer la stratégie qui met en œuvre non seulement cette politique, mais une stratégie qui concerne la question du travail, la migration du travail. Je pense ne pas me tromper en pensant que, au sortir, n'est-ce pas, de cet atelier de 3 jours d'intenses travaux, nous rendons, n'est-ce pas, compte très fidèlement et que le patronat va s'en servir loyalement. Il s'agit d'élaborer un document qui reflète les préoccupations du monde du travail sur la question de main-d'œuvre des migrants. La migration de main-d'œuvre, lorsqu'elle est bien gérée, peut contribuer de manière significative au développement socio-économique des pays d'origine, de transit et de destination. Les transferts de fonds, les transferts de connaissances, les développements des compétences sont quelques-uns des avantages potentiels. Cependant, lorsque les politiques migratoires ne sont pas fondées sur les droits, ne tiennent pas compte de la dimension genre, ces gains peuvent être compromis. Cet atelier d'écriture est une occasion de consolider les efforts et de renforcer les capacités opérationnelles des acteurs impliqués dans la réglementation de l'emploi, de l'immigration. La direction régionale de la santé de Conakry vient de tenir sa réunion de comité de pilotage, 2e du genre. Cette instance d'échange vise à évaluer les progrès réalisés dans le système de santé local. Durant 4 jours, ils vont travailler sur des stratégies innovantes pour relever les défis. Hadia Toubari. La réunion du comité technique régional de la santé affiche complet. Venus de tous les niveaux de la pyramide sanitaire de la région de Conakry, ces acteurs et autres experts du secteur focalisent les réflexions sur les avancées et les défis de l'offre de services de santé de la ville. Je voudrais rappeler que nous avons, en tant que direction, un contrat avec le niveau central, c'est-à-dire le ministère de la Santé, qu'on appelle contrat de performance. Ce contrat s'étend sur 12 mois. Donc à mi-parcours, nous avons tenu un premier comité et technique régionale S1 pour les 6 premiers mois qu'on a évalué. Maintenant, nous sommes au 2e semestre 2024. Et l'idée, c'est d'évaluer le niveau d'atteinte des objectifs, mais aussi passer en revue les recommandations issues de la première session pour étoffer notre stratégie, améliorer la démarche logique. La rencontre est semestrielle et donne l'occasion aux responsables des 34 structures sanitaires de la capitale de partager les indicateurs de santé. Globalement, la région de Conakry affiche un taux de couverture vaccinale de 70% et une réduction de la mortalité maternelle qui est passée de 30 décès à 15. On sent que en fait, le ministère n'évolue pas seul, il est accompagné par les différentes parties prenantes. Et l'autre message que j'ajoute à cela, c'est leur implication effective dans les travaux le long de ces 4 jours pour qu'à l'issue de ces travaux, il soit ressorti un document qui puisse édifier tous. La recommandation ici, c'est de prendre en compte l'aspect accueil dans les centres de santé. Un traitement commence par la réception des malades. Un malade vient avec tout un tas de problèmes. Je suis persuadé qu'avec l'expérience et le talent de ces médecins que je viens de rencontrer, ils vont échanger avec l'innovation. On va améliorer notre accueil dans les CMC et dans les centres de santé de la ville de Conakry. Cette réunion stratégique permet d'harmoniser des interventions menées en matière de politique sanitaire locale.
À l'issue des travaux, un plan d'amélioration de la qualité de l'offre de soins va être élaboré par les participants. Le ministère de la promotion féminine en partenariat avec CARE International organise des sessions de sensibilisation sur la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies en région forestière. L'événement s'est déroulé à l'université de Nzérékouré au camp de la 4e région militaire du pays. L'objectif de cette rencontre était de promouvoir l'égalité de genre, d'encourager la participation des femmes et des jeunes filles et de renforcer leur protection dans toutes les phases de conflit. Mohamed Salou Paye. La résolution 1325 constitue un cadre essentiel pour intégrer la dimension genre dans les stratégies de paix et de sécurité. Les 2 journées de sensibilisation organisées à l'université et au camp Béanzin de la 4e région militaire de Zérékoré ont permis des échanges enrichissants entre les étudiants mais aussi entre les forces de défense et de sécurité. Et notre attente, c'est qu'au sortir de ces sensibilisations, qu'ils puissent démultiplier ça au niveau de leurs compagnons d'armes, et bien sûr en ce qui concerne les forces de défense et de sécurité, et aussi au niveau des étudiants, qui puissent partager ça au niveau des étudiants qui n'ont pas participé à ces journées de sensibilisation. Cette période de transition, de mener des actions concrètes en faveur de la consolidation de la paix, de la participation des femmes dans toutes les initiatives communautaires, locales et nationales. Durant ces 2 journées, étudiants et forces de défense et de sécurité ont planché sur les moyens d'appliquer efficacement la résolution 1325 malgré des défis persistants. En prenant les forces de défense et de sécurité comme auditoire cible pour la sensibilisation, vous venez de mettre les appareils de pointage de votre arme sur l'objectif le mieux indiqué car elles sont au cœur des actions dans les théâtres d'opération. Il y a des propositions à faire au sein de la société. Tout ce qu'on peut faire, c'est la sensibilisation et voir si ça peut marcher avec le temps. Mais on ne peut pas forcément mettre la pression sur les gens. Il faut les sensibiliser pour pouvoir comprendre. La résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies appelle également à une action collective pour s'assurer que les femmes et les jeunes filles ne soient pas seulement protégées, mais également impliquées dans la prévention des conflits et la reconstruction post-conflit. L'absence d'un système centralisé de collecte de données et de coordination des acteurs impliqués dans la lutte entrave la gestion efficace des cas de violence basés sur le genre. Alors, comment inverser la tendance? Une journée de concertation est organisée pour répondre à cette problématique. Entre autres objectifs, établir un système coordonné de remontée des données relatives au VBG. Sona Sagnon. Ces acteurs de la lutte contre les violences basées sur le genre échangent en vue de mettre en place un système centralisé de collecte des données relatives au VBG. Ces collectes se feront dans les zones de mise en œuvre du projet de lutte contre l'impunité des auteurs de VBG. L'objectif pour nous, c'est aller vers la mise en place d'une base de données essentielle afin d'orienter et aider les décideurs politiques à prendre des décisions adéquates, des décisions sensibles pour mieux éradiquer le phénomène. Les violences constituent une atteinte grave aux droits humains fondamentaux et entravent considérablement notre développement économique et social. Elles créent un climat de peur et d'insécurité, empêchant les survivantes de participer pleinement à la vie sociale, économique et politique de notre pays. Nous franchissons une étape cruciale. La redynamisation de ce cadre de concertation est une réponse directe et concertée à cette situation intolérable. Financé par l'Union européenne, le projet LIBRE va durer 36 mois. C'est une étape importante dans la protection des droits des femmes en Guinée. Cette violence qui confisque l'avenir des milliers et des milliers de filles et de femmes partout dans le monde. Dans ces différentes formes, ça n'épargne personne. Nous sommes encore très impressionnés de voir cette forte mobilisation dans cette salle, composée de jeunes. Nous sommes sur le terrain, les générations intermédiaires. Nous voyons aujourd'hui des générations futures que vous êtes sur le terrain
ça nous donne de l'espoir. Les échanges lors de cette rencontre ont permis de partager les expériences et d'évoquer les défis tout en formulant des recommandations pour renforcer les politiques publiques et les actions sur le terrain. Opération coup de balai au marché de Lambagny en cette journée d'assainissement. Ce lieu de négoce est désormais débarrassé d'état d'immondice. C'est une synergie d'action du mouvement Debout pour le général Mamadi Doumbouya et autorités locales. Moussa Bangoura. C'est une bataille enclenchée contre les ordures à Lambagny, une des 13 communes de la capitale Conakry. Ici au marché, jeunes et femmes se donnent la main pour assainir ce lieu public, pour faciliter les transactions commerciales. Le marché, c'est le début de tout. Le marché, nos mamans sont là, les jeunes sont là, ils viennent pour faire leur commerce. Nous aussi, nous les femmes, on vient pour faire nos achats. Il faut que ça soit propre. Un sentiment de joie, le fait que les jeunes ont pris l'initiative d'assainir notre marché. Ça nous a beaucoup plu, eux on les encourage aussi. C'est un soutien pour le CNRD et son président, le général Mamadi Doumbouya. Ce coup de balai est piloté par le mouvement Debout pour le général Mamadi Doumbouya en collaboration avec les autorités locales. C'est un acte qui prouve que tout commence par la propriété. Vu que nous sommes de la culture, notre structure est là pour valoriser et fonder bien les membres de la culture. Donc il va falloir commencer par des endroits de travail propres. C'est utile, c'est bon pour la population, pas seulement pour le marché seulement. Donc directement, on a jugé nécessaire de venir les accompagner. C'est pourquoi vous nous voyez derrière aujourd'hui, c'est-à-dire ensemble avec le bureau au complet, pour que nous puissions vraiment non seulement les encourager, mais aussi assister, c'est-à-dire à l'action qu'ils ont entreprise pour le bien du quartier Waria. Le but est d'éviter les maladies liées à l'insalubrité. À cette journée d'assainissement, des messages sont vulgarisés pour l'hygiène et la préservation de l'environnement en ce début du mois saint du Ramadan. À Boké, également, une journée dédiée au chef de l'État général Mamadi Doumbouya. C'est l'œuvre des populations de la préfecture. Cela passe par un carnaval géant, un meeting d'information sur les acquis du CNRD. Les citoyens ont exprimé leur totale adhésion. Younoussa Tawel Kamara. Ici, dans la commune urbaine de Boké, ce carnaval géant annonce les couleurs de la manifestation de soutien aux acquis du président de la République. De la place des Martyrs au 110e, en passant par 400, autorités préfectorales et citoyens venus de Kakan de Profond expriment leur totale adhésion aux idéaux de l'homme du 5 septembre, le général Mamadi Doumbouya. La jeunesse de Boké soutient 100% le général Mamadi Doumbouya. On le soutient parce qu'il y a de ces choses qui étaient impossibles en Guinée. Aujourd'hui, il a fait que c'est possible. Grâce au général Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, la jeunesse de la région de Boké, dans les mines, nous nous sentons heureux. Nous soutenons le président de la République parce qu'il est en train d'accompagner les femmes dans leur projet d'autonomisation. Nous sommes fiers de lui, que Dieu le protège. Au cours du meeting, les autorités préfectorales de Boké ont donné d'amples informations sur les acquis du CNRD durant les 3 années de gestion du pays. Quand tu entends Boké, c'est CNRD. Quand tu entends CNRD, c'est Boké. Ça, c'est un avant-projet de manifestation de reconnaissance pour l'homme qu'il faut à la personne du général d'armée Mamadi Doumbouya. Les prochains jours, plusieurs manifestations de soutien sont annoncées dans les communes rurales de la préfecture de Boké. Enfin, les présidents des délégations spéciales de la préfecture de l'Abbé viennent d'organiser une cérémonie de lecture du Saint-Coran. C'est dans la commune rurale de Popodara que s'est tenue cette retraite religieuse. Ainsi, les fidèles ont lu plusieurs fois le Saint-Coran en présence du ministre de la fonction publique. Les images de Sarafoudine Diallo sont commentées par Sona Sagnou.
C'est pour signifier leur totale adhésion aux idéaux de développement du président de la République que les présidents des délégations spéciales de la préfecture de l'Abbé, réunis dans une association, ont organisé cette cérémonie de lecture du Saint-Coran. Les fidèles mobilisés à la grande mosquée de Popodara ont lu à plusieurs reprises le Coran, imploré la grâce divine pour la quiétude sociale, le vivre ensemble et la réussite de la transition. L'ensemble des délégations spéciales de la préfecture de l'Abbé, nous constituons une association intercommunale. Là, nous nous sommes dit qu'il serait intéressant d'organiser une cérémonie de lecture du Coran pour l'unité nationale. Ensuite, pour remercier l'autorité pour tout ce qui est en train d'être fait au niveau de la région de l'Abbé, au niveau de la préfecture de l'Abbé. On est très comblés de joie et le message est que on confie notre président Sampion à la jeunesse de Popodara et les vieux et les sages, surtout les religieux. Encore de plus, de ne pas laisser bras croisés, levez-nous, qu'on se donne la main en accompagnant le général Mamadi Doumbouya pour notre intérêt de la Guinée nationale. Une instance religieuse qui a regroupé toutes les obédiences administratives, religieuses et les représentants des 14 communes de la préfecture de l'Abbé. La répartition de la richesse aujourd'hui, c'est une réalité avec le CNRD, ça il faut le reconnaître. Donc on appelle vraiment à toute la population d'accompagner le gouvernement, le CNRD. Cette lecture du Saint-Coran a été organisée par les filles et fils du Fouta, particulièrement ceux de l'Abbé, pour la reconnaissance des efforts fournis par le chef de l'État. Alors j'appelle à l'ensemble du Fouta de se rassembler. La cérémonie de lecture du Saint-Coran pour la paix et l'unité nationale a été